Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue dans cette émission Interrogeons-nous. Ce matin, nous allons discuter de l'innovation scientifique en Afrique. Vous vous souvenez que dans le passé de cette émission, nous avons discuté avec le professeur Mouchili, dont nous remercions la présence ce matin, des obstacles épistémologiques. Et la dernière fois, nous avons essayé d'évaluer l'Afrique dans son rapport en tant que dépotoir des autres continents. Nous nous trouvons obligés de revenir, de discuter sur les possibilités d'innovation en Afrique. L'idée étant de voir comment est-ce que nous réussissons à transformer la société dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, à transformer ces sociétés dans lesquelles nous avons décidé d'investir nos vies. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci, professeur Mouchili, de répondre à l'invitation de Wafrica TV. Nous allons parler de l'innovation scientifique en Afrique, en précisant bien à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas une innovation scientifique africaine, comme il y aurait une innovation scientifique européenne, ou bien asiatique, ou bien américaine. L'idée étant d'évaluer un peu les conditions de possibilité de l'innovation dans le contexte dans lequel nous sommes. Professeur Mouchili, qu'est-ce que ça vous suggère, l'innovation scientifique en Afrique? Déjà même, le concept d'innovation en sciences signifie la mise en application du génie créateur, du savant ou du chercheur. Ce génie créateur qui s'inspire à la fois de la formation, des circonstances et de l'expérience sociale pour se déployer, mérite d'être encouragé et motivé parce qu'il n'existe pas de génie qui se déploierait nécessairement sans qu'on ait au préalable pensé à mettre ce génie dans des conditions d'expansion de sa, de sa personnalité ou bien de sa conception. Ce qu'on doit dire, c'est que la science invente, innove, crée. Pourquoi? Parce que la curiosité humaine ne s'estompe jamais. À une autre émission, j'ai parlé d'Alexis Carrel, qui a écrit en 1932 un livre encore très actuel, L'homme, c'est inconnu. Et dans ce livre, il parle du premier moment de la manifestation du génie, qu'est la curiosité. L'homme est un être curieux. À partir du moment où on sait que l'homme est un être curieux, on doit créer des conditions de promotion ou d'élévation de son intelligence. Au lieu de s'empresser d'entrer dans une logique de critique stérile du génie humain. À ce sujet, à une autre émission, j'ai cité un auteur comme Claude Allègre, qui a parlé de sa vérité sur la planète. Voyez-vous, on ne doit pas avoir peur de la science, mais on ne doit pas aussi se laisser emporter par la science comme si on n'avait plus de raison. Parce qu'il ne faut ni fétichiser la science, ni la diaboliser. Ce qu'on doit savoir, et la question qu'il faut se poser normalement, c'est de savoir comment vivre avec la science. Pour vivre avec la science, il faut déjà savoir que l'existence est une prise de risque. Quand on est dans les projets, dans la pensée de développement, dans la nécessité de penser sa vie et de vivre sa pensée, il faut savoir qu'à partir de ce moment, la vie ne tient qu'à une corde raide. Pour donc laisser l'intelligence se déployer, il faudrait savoir qu'en toutes circonstances, notre intelligence ne se satisfera jamais du déjà là. Et parce que le déjà là est déjà une étape qu'il faut dépasser, l'innovation devient le principe indiquant la nature même de la science. Ça veut dire que nous soyons en Afrique, où le niveau de la recherche comparativement au niveau de la recherche dans d'autres continents ou bien dans d'autres pays est encore à la traîne,
il faut dire que l'innovation est la caractéristique même du génie du chercheur. Prof, parlons un peu du génie. Oui. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la perspicacité que nous cultivons dans le fonctionnement ou le déploiement de notre intelligence, de façon à ce que, pour l'intelligence, qu'il n'y ait pas de moment de repos ou de moment de sommeil. Parce qu'il faudra se mettre à la place de celui qui crée la civilisation. Et pour créer, il faut renouveler constamment. C'est-à-dire que le génie serait lié à la volonté et non pas au gène, comme on pourrait le penser. Non, non, non. Peut-être les deux mots peuvent avoir les mêmes substantifs, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir que c'est vrai, certaines personnes peuvent être nées avec un quotient intellectuel plus élevé. Mais ce quotient intellectuel ne peut rien s'il n'est pas entraîné. Voyez-vous? Oui. C'est la vocation à la formation, à l'éducation, à une expérience qui perdure dans un domaine qui réveille le déploiement du génie. Oui. Et vous serez capable d'aller plus vite, plus loin que les autres parce que on vous a mis dans des conditions telles que ce génie puisse naître et s'exprimer. C'est-à-dire, vous avez une intelligence comme celle des autres, vous avez peut-être un quotient intellectuel plus développé, mais il faut vous mettre dans les conditions de travail pour que le génie éclore et s'exprime. Oui, oui. Prof, est-ce qu'on peut penser que la prise de conscience de la réalité sociale peut être le moteur du génie? Oui, puisque ce sont les expressions des besoins dans la société qui vont exciter notre intelligence afin qu'on soit capable de créer des conditions de possibilités pouvant combler, les conditions qui permettent de combler ces besoins. Voyez-vous, la science innove parce que l'homme aussi est capable d'imagination. Voyez-vous. Bon, sinon, comment a-t-on fait pour savoir que dans l'atmosphère, que dans l'air qui circule, il faut à un certain moment donné, quand l'homme se trouve dans une condition critique et il doit être réanimé, qu'on choisisse dans cette air un gaz précis, l'oxygène, pour réanimer le malade. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Pour comprendre que dans notre atmosphère, plusieurs gaz existent. Et voilà ce qui est important pour tel malade, pour l'homme, oui, dans une situation critique. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais des gens en sont morts. Parce qu'on a fait des tests quand on ne pouvait pas encore penser qu'on pouvait distinguer dans l'atmosphère plusieurs gaz. Prof, est-ce que finalement l'homme ne s'évalue pas en sachant son mode de fonctionnement et trouverait dans la nature ce qu'il lui faut, ce qui correspond à son déploiement? Est-ce que la clé de l'invention scientifique ne se situerait pas là, dedans? Oui, l'homme s'évalue. C'est pour ça qu'il y a des ruptures épistémologiques. Les ruptures épistémologiques naissent de quoi? Des moments de crise. Lorsqu'on réalise que le paradigme ambiant ou bien en vigueur ne répond plus à toutes les attentes des chercheurs. C'est un moment de crise qui amène à la réévaluation du déjà là en vue de la création, en vue d'innovation, en vue d'innover, n'est-ce pas? L'innovation consiste à ce qu'on passe d'un paradigme qui a fait ses preuves à un autre paradigme davantage satisfaisant. Voyez-vous? Bon, maintenant, comment la science le fait-elle? La science est une dynamique intelligente essentiellement critique dans sa méthode, dans sa réflexivité. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce que... C'est pour cette raison que Karl Popper parlait de falsifiabilité, par exemple. C'est pour cette raison que Descartes parlait de... Gaston Bachelard parlait de vérité approchée. Parce que, en tout, quel que soit le résultat, quel que soit le paradigme dans lequel nous nous trouvons et auquel nous faisons confiance,
c'est une hypothèse pour de futures recherches. Ça veut dire que la recherche actuelle comporte encore plus d'erreurs que le niveau de recherche qu'on aura demain, parce que les instruments vont nous aider, lorsqu'ils seront renouvelés, à nous installer dans un autre paradigme plus crédible et plus plausible. Doit-on considérer, prof, que la dimension individuelle de l'humain trouve son sens, disons, scientifique dans la relation aux autres? Oui, absolument. Parce que à une autre émission, je vous ai parlé de comment la science s'infuse et se diffuse. Voyez-vous? Ça veut dire qu'un sujet solipsiste, à la manière de Descartes, ne peut pas penser à seule une science qui fera date et qui prendra nécessairement corps. Pourquoi la collaboration existe en science? Parce que la surestimation de son ego peut facilement entraîner à l'erreur ou à la faute. Et imaginez-vous, si la faute se fait si la faute est médicale, hein, on peut arriver à des situations fatales. Voyez-vous? Oui. C'est pour cette raison que même en médecine, la collaboration est absolument importante. Oui. Dans la prise de décision, si vous vous enfermez dans votre seul ego, il y a des risques. Et il y a le risque aussi que, avec la faute ou avec l'erreur, vous ne soyez pas capable à seul de supporter le poids de la culpabilité quand on est en médecine. Or, lorsqu'il y a collaboration, alors la collaboration des différences crée une émulation vers le progrès. Cette émulation qui entraîne au progrès. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut donc savoir si l'individu est important ou pas, c'est-à-dire l'individu comme une personne, dans le processus de recherche? Oui, absolument. Parce que ce qui éveille ma curiosité peut n'avoir pas éveillé la curiosité de tous au même moment. Oui. On peut être le point de départ d'une démarche scientifique et, étant même le point de départ, le déploiement de la démarche dont vous êtes le point de départ se fait à travers le monde désormais sans vous, parce qu'il y a les implications des autres individualités qui ont amplifié, renforcé et donné plus de visibilité à ce qui était pour vous comme un instant primitif du développement d'une recherche dans un secteur précis. Voyez-vous? Oui. Ce qui signifie que la participation, on peut aussi considérer que la participation à la vie des autres peut être facteur d'innovation. Oui. Il faut dire que la science est ouverture. Et l'ouverture signifie que les scientifiques sont ouverts les uns aux autres. Pourquoi? C'est pour donner un sens à la notion de progrès. Parce que quand on parle de progrès scientifique, ce n'est pas pour un individu. Oui. C'est que toute la société contemporaine à ce progrès accepte que voilà le nouveau paradigme. Voyez-vous? Oui. Bon. Sinon, on serait dans une sorte de mise en compétition entre les différentes sociétés savantes. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? On doit avoir un système de collaboration. L'outil Internet, par exemple, qui est devenu un très grand moteur de recherche, même si on l'utilise à d'autres fins. L'outil Internet permet au moins à quiconque veut chercher de faire l'état de lieu dans chaque domaine avant de commencer sa recherche. Oui. Voyez-vous? Bon. Maintenant, s'il n'y a pas d'état de lieu, on ne sera pas sûr d'une quelconque innovation. Or, l'innovation, qui est la caractéristique fondamentale de la science contemporaine, est ce qui permet d'évaluer le génie humain en acte. Prof, est-ce l'innovation doit passer par l'association?
Pas nécessairement, mais l'association amplifie le mérite et la valeur de l'innovation. De l'innovation, oui. Oui. Et à partir de ce moment, l'association peut participer à transformer la réalité sociale. Oui. Oui, cela va transformer la réalité sociale parce qu'il y aura une implication industrielle d'une recherche fondamentale. Et quand il y a implication industrielle d'une recherche fondamentale, cela prend corps dans la société, transforme les données sociales, restructure même la composition sociale. Parce que, quoi qu'on fasse, au nom du fait que le génie est ce qui permet de distinguer l'homme qui travaille de celui qui ne travaille pas, au moins ce principe qui est celui de la notion de travail va réussir à créer une société qui sera constamment hiérarchisée. Professeur, l'étudiant qui nous regarde, l'élève qui nous regarde, c'est pas pour évacuer la responsabilité de l'État. Oui. Qu'est-ce que lui fait sur le plan personnel pour être capable d'être utile socialement? C'est l'effort, la culture de travail, le sens de la patience d'être, le refus de l'impatience d'avoir, au profit du travail en vue d'atteindre des objectifs précis. Le développement se pense. On crée les conditions techniques du déploiement de cette pensée. Et pour cela, il faut des individus qui sont concentrés aux objectifs de développement. Sinon, on croira que chacun fait sa vie comme il pense et croit que c'est le développement. Non, quand on parle du développement, c'est l'ensemble des passions qui vont agir sur le quotidien de tous. Et ce n'est pas tout le monde qui développe la passion à la recherche. Ce n'est pas tout le monde qui développe la passion à la technique, à la transformation sociale. Mais il faudrait que le nombre d'individus qui ont réussi à développer une passion pour la recherche, au niveau de la recherche fondamentale, trouvent leur satisfaction dans l'implémentation de cette recherche fondamentale à l'échelle industrielle en vue de créer l'incidence de ma passion sur la condition sociale. Professeur, on peut imaginer une Afrique où des chercheurs se mettaient ensemble, commencent à penser, à créer des laboratoires, même rudimentaires, pour imaginer ce qui peut se passer. L'Afrique, ça se fait déjà. Est-ce que c'est encore possible? Non, c'est très possible et c'est même ça qui pourrait nous donner la clé de l'avenir d'une Afrique qui se construit de façon solide. Ça veut dire quoi? Pour que l'Afrique se construise solidement, il faudrait qu'on soit de moins en moins enclin à attendre des autres et qu'on soit de plus en plus tenté par la volonté de créer effectivement une souveraineté au sens économique. C'est vrai qu'on ne peut pas se détacher totalement des autres. Oui. Aucune souveraineté ne peut être totale. Mais il faudrait quand même avoir du répondant face à l'autre qui se dit industriellement développé. Comment est-ce que la souveraineté au niveau collectif se traduit dans l'individu? La souveraineté au niveau collectif se traduit dans l'individu en fonction de la compétence de chacun. Oui. Parce que si nous sommes un ensemble de compétences et que ces compétences se traduisent dans la différence de chacun par rapport à sa spécialisation, alors vous serez absolument un maillon important de la chaîne d'industrialisation de votre continent. Mais si vous n'offrez que votre sous-sol, vous n'offrez que votre agriculture non transformée, j'aurais tendance, si c'est moi qui achète, à vous fixer le prix de ce que vous produisez et à vous fixer le prix de ce que j'ai transformé. Oui. On va retomber dans ce qu'on appelait dans les années 80 la détérioration des termes de l'échange.
Professeur, peut-être il faut peut-être qu'on parle de la prise de risque. Peut-être qu'il n'en existe pas beaucoup chez nous. Nous n'avons pas peut-être l'aptitude à prendre le risque. Et c'est à ce niveau que la philosophie est importante. Quand vous entendez dire philosopher, c'est apprendre à mourir. Oui. Ça veut dire la capacité de faire émerger et se répandre une idée qu'on considère comme plus importante, comme notre être physique. C'est à ce niveau qu'on pense la prise de risque. C'est-à-dire, comment se donner à fond au point d'oublier sa propre individualité au profit de ce qu'on recherche, ce qu'on poursuit comme objectif aura un impact plus large, au-delà de ma simple personne. Oui. C'est à ce niveau qu'il faut penser le comportement du chercheur. Parce que le chercheur ne cherche pas pour lui-même, même si il trouve une satisfaction individuelle à avoir réussi dans la recherche. Voyez-vous? Mais il va savoir que l'incidence va au-delà de sa simple personne. Oui. Voilà les passions, par exemple, qu'il faut encourager. Bon, maintenant, est-ce que nous en sommes capables? Nous sommes tous capables de chercher. Il n'est pas donné naturellement de se sacrifier pour les autres. Mais il faut créer une motivation nécessaire à la recherche. C'est pour cette raison que la science ne peut plus s'enfermer sur elle-même pour être comme un secteur à part de la société. C'est pour cette raison que les États ont été obligés de prendre en charge la science parce que c'est dans la science qu'il faut fonder les conditions de possibilité de développement. Et c'est pour cette raison que Karl Marx a pensé qu'il ne doit pas y avoir un secteur de la pensée ou de la recherche qui consisterait seulement à la simple ratiocination verbale. Et c'est pour cette raison que Karl Marx a pensé que beaucoup de philosophes étaient comme des perroquets. Il n'est pas question tout simplement de dire comment est la société, de critiquer, mais il est question d'impulser la transformation de celle-ci. Tout en sachant bien qu'on n'en est qu'un élément. Oui. Que c'est en association oui, avec mais les il faut autres être... On n'est qu'un élément, mais il y a des éléments qui peuvent être des éléments moteurs. Oui. Parce que comme la pensée ne se fait pas nécessairement en masse, de toutes les façons, la masse ne pense pas. C'est l'élite qui pense. Oui. Mais il s'agit d'une élite objectivement déterminée ou choisie. Hein? Il ne s'agit pas d'une élite affairiste comme dans certains contextes que moi je ne voudrais pas citer. Oui. Il s'agit ici d'être parvenu au stade d'humanité où on travaille pour l'humanité et jamais pour soi-même. Il faut peut-être terminer en disant que si on est scientifiquement situé, Oui. on a la possibilité d'être éternel. C'est peut-être ça la récompense du chercheur. Absolument, Nietzsche dit que le sage meurt moins que le fou. Ça, c'est Nietzsche. Oui. Ça veut dire que votre travail va vous permettre, même quand vous n'êtes plus là, de savoir si vous avez effectivement pleinement vécu. Et pour vivre pleinement, ce n'est pas dans la longévité. C'est dans l'exploitation qu'on fait du laps de temps qu'on a à vivre. On peut avoir une vie courte et pleine, tout comme on peut avoir une longue vie et vide. Voyez-vous? Oui. Bon, qu'est-ce qu'une vie pleine? C'est dans le don de soi pour la réussite de l'ensemble. Et la science est la seule vocation, bon, la science dans son sens général, pas au sens systématique, on prendrait comme science biologie, mais le savoir, la recherche du savoir est parmi les vocations celle-là qui est la plus porteuse d'espoir pour une humanité réussie. On va peut-être terminer par là où on a commencé, peut-être pour préciser aux téléspectateurs qui nous regardent que la notion de génie n'est pas une question innée, mais c'est une question de volonté. Et qu'à partir du moment où nous avons
avec perspicacité, stimuler notre volonté, nous sommes capables de plein de réalisations. Oui, oui. Ça veut dire, il y a des prédispositions génétiques à la manifestation du génie. Mais la manifestation du génie n'est pas possible sans apprentissage, sans formation et sans entraînement. Merci, professeur Mouchili, pour cette réflexion sur l'innovation scientifique en Afrique. Merci d'avoir échangé avec nos téléspectateurs, à qui nous demandons de cliquer pour s'abonner sur cette chaîne qui ne recherche que la transformation de notre réalité, que nous plaignons tous. Un dernier mot, professeur Mouchili. L'encouragement pour les jeunes chercheurs, les jeunes élèves, les étudiants qui nous regardent. Le seul mot, c'est d'encourager la jeunesse à la culture du travail. Oui, parce que seul le travail pourra nous permettre de nous positionner dans la société de toutes ces nations comme individus respectables. Merci, professeur Mouchili. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. À très bientôt sur Africa TV.